ma question va à M. Tomavo. Dans les suggestions de sa présentation, il suggérait un cadre permanent d'exploitation des avis et suggestions du CES. Bon, je me demande, le cadre va comporter lesquels membres, ok, et va être entre qui et qui? Parce qu'il y a d'autres qui ont, mais il me semble que c'est toujours lui, qui disait que l'Assemblée a déjà suggéré qu'on ait un cadre de concertation. Maintenant, ce que lui propose là, ça va comporter qui est dirigé par qui et la nature de ses membres. Merci bien. Ma question s'adresserait à Jean-Baptiste Elias, et qui j'ai suivi avec beaucoup d'attention sa communication, et j'ai juste retenu la conclusion. Il disait, n'est-ce pas, que le CS doit convaincre davantage par la qualité de ses travaux. Et je voudrais juste, puisqu'il a été au Conseil de la République pendant 10 ans, lui demander quelle appréciation lui il fait de la qualité des travaux du Conseil économique et social, parce que la grande interrogation depuis hier pour beaucoup d'entre nous, comme moi, au Conseil de la République, c'est de partir d'ici avec une idée précise de ce qu'on doit faire davantage, son appréciation de la qualité, et si c'est possible de nous donner quelques idées de comment on peut encore mieux faire. Je voudrais présenter mes félicitations aux 3 communicateurs. J'ai retenu de l'intervention du discours d'ouverture du ministre d'État hier qu'il nous fallait montrer que le CES est utile. Et hier, je disais déjà que la non-visibilité de l'institution était à la fois un problème de déficit de communication et d'ordre constitutionnel. Je pense, honnêtement, parce que quand on y réfléchit bien, avec tous ceux qui sont passés par le CES savent de l'institution, à part qu'on n'a pas l'occasion de descendre vers les communautés à la base pour échanger avec elles, je pense que c'est plutôt l'autorité qui doit donner au CES la place qui lui revient. Quand on dit qu'il y a eu 100 et quelques sujets d'autosaisine, et quand on regarde les détails que le secrétaire général a fournis au cours de sa communication, avec des travaux frappés du sceau de la qualité, de la compétence, de la scientificité, moi, je ne sais pas comment le CES peut prouver qu'il est utile si les autorités même ne se donnent pas la peine de prendre en compte toutes les recommandations et toutes les propositions qui leur sont faites. Monsieur Jean-Baptiste Elias, tout à l'heure, dans sa communication, a dit que le CES est une force de proposition. Force de proposition. Est-ce comme ça dans la tête du premier magistrat de notre pays? Est-ce que ça a été toujours comme ça dans la tête de ceux qui l'ont précédé? On a entendu hier le président Toukourou, qui a passé 10 ans à la tête de l'institution, dire quelle gymnastique il a été obligé de faire pour qu'il y ait eu, pendant, je crois, 4 ans, quelques actions. À travers les 3 communications de ce matin, moi, je n'ai pas encore retenu
la manière dont le CES doit se comporter pour prouver qu'il est utile, qu'il est une institution utile. Heureusement que Mme Niamou a su utiliser les termes pour nous mettre un peu à l'aise. Institution incontournable. Et bon, ça c'est nous qui le disons ici. Est-ce que c'est comme ça? Donc moi je repose la question, comment faire pour que les autorités reconnaissent la place qui revient au CES dans le concert des institutions béninoises? Je représente le médiateur de la République. Je pense que le débat sur la visibilité du CES est le même débat qu'on mène au niveau de certaines institutions comme le médiateur aussi. Donc le CES n'a pas trop à souffrir du fait que ces avis soient des avis consultatifs. Parce qu'un conseil, c'est par essence une structure qui donne des avis. Et les avis sont consultatifs parce que l'autorité en fait l'utilisation qu'il faut de cet avis. Ce que moi je voudrais dire et que la proposition que je voudrais faire, c'est de communiquer davantage sur les études. Parce que là, on a 107 études, c'est quand même une bonne moisson d'informations. Et les études, on sait que ça coûte de l'argent aux contribuables. Et parfois, lorsqu'on observe dans d'autres structures, sur les mêmes thématiques, on reprend des études. Donc ça fait duplication et c'est le même contribuable qui paye. Même si les dispositions législatives et réglementaires vous confinent tant soit peu dans une certaine discrétion par rapport aux avis que vous donnez aux autorités, est-ce qu'il n'y a pas lieu, sur les études par exemple, qui ont un caractère purement scientifique, de communiquer davantage sur les études? D'autres institutions peuvent s'approprier ces études-là pour faire un travail qui les concerne. Je pense que vous gagnerez davantage à communiquer sur les études parce que la diversité des thématiques qui sont abordées à travers les études peuvent enrichir énormément d'autres structures de la République. Ensuite, quelqu'un a parlé hier de reddition de comptes parce que là, le CES est composé d'une trentaine de personnalités représentant des catégories socio-professionnelles. Est-ce qu'il y a suffisamment reddition de comptes au niveau de ces catégories socio-professionnelles qui envoient des gens pour les représenter au niveau du CES? Parce que dans ce débat qui se mène actuellement de l'existence ou du maintien ou non du CES, je crois que les premiers défenseurs du CES devraient être, comme disait le professeur tout à l'heure, cette société civile dont elle est la connexion et dont elle est la représentation et l'émanation. On ne sent pas suffisamment de la part de la société civile une appropriation de l'institution CES. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là. Il y a une connexion qui manque entre la société civile, que ce soit les syndicats, que ce soit les ONG, que ce soit les autres catégories socio-professionnelles. Il y a une connexion qui manque et vous gagneriez davantage à instaurer cette connexion-là avec cette société civile. Parce que dans ce débat-là, du maintien ou non du CES dans la Constitution, on n'a pas suffisamment senti les catégories socio-professionnelles qui envoient leurs représentants au CES défendre cette institution-là pour porter un tant soit peu le flambeau du travail qui se fait au niveau de cette institution. Donc je pense qu'il manque, à mon sens, un manque de synergie entre ceux qui envoient leurs représentants au CES et l'institution elle-même. Hier, je crois avoir d'abord posé une question et la réponse que le président Toukourou nous avait donnée, c'était que la jeunesse devait être représentée au sein du CES à travers la représentation des groupes, des gens qui s'occupent du sport. Mais ce groupe, également, je ne trouve pas une représentation de la jeunesse encore dans ce sens. D'autant plus qu'il existe au Bénin des représentations de jeunesse légalement installées qui sont en fonction. Déjà, les gens qui gèrent le sport, et nous voyons depuis près de 10 ans aujourd'hui, que ce groupe peine même à se retrouver à s'entendre
Et quand on voit leur configuration, on n'y voit pratiquement pas de jeunes là. Et qu'on dise qu'à travers eux, la jeunesse sera représentée au sein du CES, la question reste encore à revoir pour la représentation de la jeunesse. Pour ma seconde préoccupation, depuis hier, nous nous préoccupons de la visibilité. Et tout à l'heure, au cours de la 4e communication, il y a à comprendre qu'on nous dise que le CES est une institution vraiment apolitique. Je me pose une question, apolitique sur le papier ou réellement apolitique? Si nous voyons la composition même de ceux-là qui pilotent ce groupe, je me demande si elle est vraiment apolitique. Parce que la léthargie dans laquelle cette institution est restée depuis un bon moment est le coût de la politique. Alors, est-ce que cette institution est vraiment apolitique? Je veux savoir si elle est, comment et pourquoi la politique décide du sort de cette institution jusqu'au point où nous observons une léthargie dans le fonctionnement. Merci. Mesdames et messieurs, le CES, cet enfant pauvre de la Constitution sur lequel beaucoup de gens s'acharnent pour démontrer sa soi-disant inutilité. Mais rassurez-vous, l'accusé, ce n'est pas le CES. Mais déjà, le manque de visibilité, et ensuite, on verra. Il y a un an, pratiquement, en décembre dernier, au Luxembourg, quand le problème de la non-visibilité des conseils économiques et sociaux s'était posé, à notre plus grande surprise, c'était la Chine qui était intervenue pour dire que ce pays, les gens ne lui reconnaissaient pas la valeur de son CES. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de visibilité. Mais du coup, le CES est rentré dans la danse. La visibilité, elle a été faite sur la voie de la soie, la route de la soie, et sur Internet. Mais est-ce que nous, au Bénin, notre CES a les moyens aussi puissants et surtout que nous n'avons pas une ligne d'Internet, puisque c'était en mars, le 10 mars dernier, que l'Afrique a choisi une voie d'Internet. Eh bien, si cela devrait se faire, nous avons apprécié tout récemment, en étant à l'Assemblée nationale, quand le responsable de l'économie et des finances de l'Assemblée nationale a invité le CES pour entendre et partager donc avec lui ce que les membres de la Commission économie et finances ont pu sortir. Malheureusement, une haine viscérale chez certains de nos frères qui font que le CES est accusé d'éléments inutiles dans la société. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et nous allons continuer de faire savoir aux gens que le CES fait des études bien valables. Comment pensez-vous qu'il puisse y avoir un développement dans un pays si nous n'avons pas l'autonomie énergétique? Et nous avons fait en direction donc de l'État et de l'Assemblée nationale des suggestions en ce qui concerne la construction d'un barrage. Et encore, il y a un an pratiquement, quand le ministre de l'Économie et des Finances nous avait rendu visite, nous lui avons dit que nous avons appris que le barrage d'Aguarala était en construction. Il a apprécié et que, en nous quittant, il allait en Chine pour demander aux gens
de faire une étude plus poussée pour que nous ayons une puissance plus importante. Aujourd'hui, ce barrage n'est plus en construction. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Nous avons dit que nous allons encore attirer l'attention des autorités sur le fait que si nous n'avons pas d'autonomie énergétique, il ne peut pas y avoir développement. Donc, qu'on n'accuse pas le CES de ne pas être dans son rôle. Nous faisons ce que nous pouvons et nous continuons de le faire, bien que, ma foi, les moyens sont de plus en plus saqués. Vous n'êtes pas sans savoir que le budget général de l'État, exercice 2018, nous a amputé d'un certain montant, alors que nous nous plaignons de ne pas avoir les moyens. Nous nous plaignons de ne pas avoir les moyens pour la visibilité. Je voudrais d'abord féliciter le CES pour son ouverture. Nous avons suivi hier une communication présentée par mon ami Gustave Assa sur l'utilité du CES. Nous avons suivi tout à l'heure la communication du secrétaire général du CES qui a présenté de façon très scientifique le CES. Nous avons suivi également, le professeur Niamou qui nous a conté toute l'histoire du CES et qui a démontré son incontournabilité. Et je vais juste poser une question à M. Tomavo. Cela est clair. Parmi les nombreuses études qui ont été effectuées par le CES, parmi les nombreuses propositions, je voudrais savoir si le CES ne remarque pas, lorsque les gouvernements proposent des programmes d'action, si les nombreuses études qui ont été faites, les nombreuses propositions, si rien n'est pris en compte dans les programmes d'action du gouvernement. Les différentes propositions sont-elles systématiquement balayées du regard de la main? On aurait bien aimé qu'on nous dise, c'est ce que je doute fort, qu'on ne prenne pas du tout en compte les nombreuses propositions faites par le CES, compte tenu de sa composition où il y a des cadres de haut niveau. Nous voyons que la composition de CES obéit très bien aux objectifs du développement durable, qui prônent que l'on ne doit laisser personne de côté, et les différentes composantes du CES, toutes les propositions qui sont faites, cela m'étonne que l'on puisse prôner que le CES n'est pas suffisamment crédible. Moi, je propose plutôt que les communications pour la visibilité du CES aillent dans deux sens fondamentaux. On croit que, généralement, ce que le bas peuple appelle les en haut de en haut connaissent profondément le CES. Non, il faut que l'on leur rappelle, comme l'a su très bien faire le professeur Niamou tantôt, tout ce qui relève du CES, comment les pays développés ont compris l'utilité du CES, tout ce qui est à la base de sa création. Deuxièmement, la visibilité doit aller également dans le sens des populations, des communautés qui ont envoyé des représentants
au niveau des CES. Je voudrais ici féliciter tous les 3 communicateurs pour la brillante présentation auquel nous avons eu droit par rapport à chacun d'eux. Je voudrais également remercier le CES pour avoir donné l'occasion de se soumettre soi-même à l'exercice que nous sommes en train de faire. En réalité, toutes les institutions ne le font pas. Se soumettre à un exercice comme celui-là que nous sommes en train de faire depuis hier, c'est se mettre dans une dynamique de pouvoir recueillir ce que les autres pensent de l'institution et prendre des mesures pour améliorer. Je trouve que c'est salutaire. Ceci étant, depuis hier jusqu'à maintenant, moi je fais la réflexion à haute voix de savoir est-ce que la problématique qui se pose au CES, c'est une question d'utilité, une question de... non, pas visibilité, une question d'utilité, une question d'importance. De mon point de vue, la problématique ne se pose pas en ce sens. Il me semble, à moins que j'ai mal compris, que c'est beaucoup plus en termes de quelles mesures pour rendre plus visible. Et que la question de est-ce que le CS est utile, est-ce que le CS doit continuer pas à exister, est-ce que la pertinence de l'existence du CS ne se pose plus. Parce que poser ça comme ça, c'est un peu comme si nous nous posons la question de savoir est-ce que nous pourrons avoir un État sans société civile. Et je crois que la réponse pour tout le monde, tout de suite, est non. À partir de cet instant, est-ce qu'il ne faut pas élever le débat et poser ça en termes de problématique de la visibilité du CS plutôt que de dire il faut que le CS arrive à convaincre de son utilité ou de son importance. Ça, c'est une réflexion que je fais à haute voix. Et moi, je me dis, ça reste en termes de visibilité. Et la visibilité du CS, il faut bien que nous la voyions par rapport aux communautés à la base et par rapport aux autorités politiques à tous les niveaux. Je reviens par rapport à la visibilité vers les communautés. Il me semble, je peux mal apprécier, mais il me semble qu'à un moment donné, il y a eu une certaine cisure ou une certaine coupure du cordon ombilical qui devrait lier les organisations de la société civile et le CES. Ou tout au moins, si ça n'a pas été coupé, ce n'est pas assez fort. Du coup, les organisations de la société civile ne portent pas, comme cela se doit, le CES pour rendre beaucoup plus visible, pour faire connaître beaucoup plus tout le travail que le CES fait. Et donc, j'aurais proposé que le CES travaille à renouer ou à renforcer ce cordon qui doit exister entre les organisations de la société civile et le CES, puisque le CES reste une émanation de la société civile, que le CES travaille à renforcer plus ça, et qu'ensemble maintenant, les organisations de la société civile plus le CES pourraient rendre plus visible le CES du côté des autorités politiques, du côté des cadres de la nation. Ça, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la visibilité. Je reviens maintenant à la deuxième communication, la communication de M. Tomavon. J'ai vu les 5 piliers sur lesquels le CES travaille beaucoup plus. Et j'aurais suggéré qu'à ces piliers, on ajoute le pilier de l'environnement, quand bien même nous n'irons pas jusqu'à changer de dénomination au CES, mais faire ressortir le poids de l'environnement au niveau des différents piliers sur lesquels le CES travaille. Et en même temps, j'aurais suggéré que, aussi bien qu'il y ait des commissions qui se penchent sur le développement rural et l'environnement, la commission 2, la commission 3 sur les affaires et sociales, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on ait une commission qui se penche sur les questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle?
parce que ça fait un grand volet aussi qui est un peu plus transversal aux autres commissions, mais il serait intéressant, c'est une suggestion, je ne sais pas ce que ça va être. À la suite de ça, je voudrais savoir, est-ce que les études, quand bien même la loi organique confine le CES dans la non-publication de cette délibération, tout au moins les études, parce que moi j'étais tout à l'heure ahurie de voir toute la liste et la pertinence des études qui ont été conduites aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine social par le CES. Mais ces études restent inconnues du grand public. Est-ce que le CES ne peut pas travailler à ce que ces études-là soient plus connues et que les résultats de ces études-là puissent être utilisés par d'autres institutions de la place, aussi bien à l'université que d'autres institutions de la société civile? Il m'a semblé que l'un des points sur lesquels le CES regarde les projets, les programmes, c'est la mise en œuvre du principe de la redevabilité. C'est ressorti dans la communication 2. Et je voudrais savoir à ce niveau, est-ce qu'on peut avoir un exemple de la façon dont le CES a émis des avis par rapport à la mise en œuvre du principe de redevabilité, et en même temps, est-ce qu'il y a un mécanisme de feedback qui est mis en place? Parce que hier, on a entendu le président Toukourou nous dire que c'est dans ces 4 dernières années, pendant qu'il était aux affaires, qu'il y a eu beaucoup de suivi. Et ce matin, on comprend que depuis lors, le suivi ou les retours ne sont pas aussi systématiques que ça. Mais au-delà de ça, est-ce que le CES même a un mécanisme interne pour avoir de feedback ou pour amener les gens à donner de feedback, même quand bien même que c'est des avis consultatifs? Parce qu'il faut bien qu'on sache que nos avis que vous émettez, est-ce que c'est pris en compte? Combien? Il faut bien qu'il y ait des éléments comme ça pour permettre à l'institution de mieux avancer. J'ai encore deux préoccupations. Permettez-moi. Oui, j'essaierai. Par rapport aux propositions, M. Tomavo a proposé, par exemple, que le CES s'active dans la production de statistiques fines. Là, j'ai 2 préoccupations. La première, c'est de savoir est-ce que les expertises existent, et si elles existaient, est-ce qu'il n'y aurait pas conflit d'attribution avec l'INSAE, qui est déjà dans ce rôle? Il faudra qu'on regarde ses contours. Je voudrais féliciter, comme les autres participants, les organisateurs de ce forum qui nous permet de comprendre davantage le CES dans ses différents méandres. Depuis hier, nous avons suivi les brillantes communications qui nous permettent aujourd'hui de savoir que nous avons également un rôle à jouer parce que le CES se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Ça, c'est vrai. Puisqu'on parle de crédibilité, de visibilité, avec un bout de pointe, le maintien ou la suppression du CES. Notre concours est nécessaire, mais nous pensons, à notre avis, que la question de la visibilité, de la crédibilité ne se pose pas et ne saurait se poser, dans la mesure où le CES est une émanation constitutionnelle. Ensuite, le CES est une institution vieille même plus que notre République, puisque depuis 1958, les textes ont prévu le CES et les différentes communications l'ont prouvé. Supprimée en 1969, elle est revenue en force après la conférence nationale. Alors, nous nous posons la question de savoir si on doit pouvoir supprimer une telle institution sans être en porte-à-faux avec l'histoire. C'est pour dire que même s'il y a des réformes aujourd'hui, nous, têtes couronnées, nous pensons qu'il faut des réformes constructives, des réformes qui nous permettront d'avancer et non d'aller en arrière.
Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la visibilité. Je voudrais revenir un peu là-dessus. À notre avis, le CES est plombé par les textes, puisque les avis ne sont pas obligatoires et seul le président peut les publier. Bon, à notre entendement, il faudrait que le CES se fasse connaître, même si c'est dit dans les textes, à travers le dynamisme de ses membres. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faudrait peut-être un organe de communication, indépendamment de la reddition des comptes à la base, un organe de communication, qu'on utilise également les différents canaux de communication pour faire part des avis émis, non pas dans leur intégralité, mais quand même qu'on fasse le point des textes reçus, objet d'avis, des réponses qui ont été envoyées, en attendant, parce qu'il n'est pas permis que le CS publie lui-même ses avis. Je voulais revenir un peu sur la question de la visibilité du CES. J'ai constaté également au cours de la deuxième communication que le CES a mené beaucoup d'études dans le domaine économique et social. Mais j'aimerais savoir, ces études sont utilisées réellement à quelle fin? Je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait des communications, qu'il y ait plus de vulgarisation autour de ces études-là, pour permettre quand même aux organisations internationales et aux organisations de la société civile locale d'exploiter les résultats de ces études-là afin de contribuer efficacement au développement de notre pays. Je ne vais plus revenir sur la composition du Conseil économique et social pour parler plus de la représentativité des autres couches sociales, surtout de la jeunesse. Et pour ma part, je vais directement aux propositions. À défaut d'avoir une CS avec 77 représentants des communes du Bénin, à défaut d'avoir une CS avec les représentants des 12 départements du Bénin, j'aurais proposé que le CS, à la lumière de certaines institutions ou structures, puisse désigner des points focaux. Des points focaux aussi bien au niveau des départements ou, à défaut, au niveau des communes. Et qu'on le veuille ou pas, et au regard des tests de la décentralisation, les communes représentent l'État en miniature au niveau de nos localités. Donc, très peu de ces communautés à la base savent ce que c'est que le CS. Donc, pour ma part, l'identification ou bien la désignation des points focaux pouvait pallier un tant soit peu au problème de visibilité dont nous parlons depuis hier. Dans les communications, il nous est dit que le conseiller, lorsqu'il conseille, n'a pas le droit de publier. C'est tout à fait juste. Mais lorsque l'on sait que le conseiller E accent aigu peut ne pas avoir la même appréhension que le conseiller ER par rapport à l'objet du conseil, est-ce que ce n'est pas bon qu'après que le conseiller E accent aigu ait pris l'objet du conseil, est-ce que ce n'est pas bon qu'après sa publication, le CS puisse faire des sorties au niveau régional, c'est-à-dire qu'au niveau des associations des communes, des associations régionales des communes, pour encore plus de détails, pour encore plus d'explications par rapport à ces lois ou à ces conseils qui avaient été donnés. Je pense que ceci faisant, le CS pourrait se rendre un peu plus visible. Et c'est cette visibilité qui doit alors entraîner la nécessité de l'existence de ce CS. Je vous remercie vraiment. On dit si on ne se rapproche pas du coq, on ne se rend pas compte qu'il porte des oreilles. Donc nous sommes rapprochés de vous. On a vu ce que vous valez, on a vu ce que vous faites. Il a été bien. Vraiment, cette séance a été depuis hier. Nous nous sommes rendus compte que vous travaillez très bien. En tout cas pour nous, même si ce n'est pas nous qui vous avons mandaté à être quoi. C'est ça. Moi, je voudrais demander, le Conseil économique n'est pas né au Bénin.
elle existait depuis des siècles, des années dans d'autres pays. Quels ont été les rapports de cette CES, ne serait que des pays africains, avec leur pouvoir exécutif? Est-ce que vous vous êtes rapprochés? Parce que vous avez dit, vous faites des sorties et on vous connaît, vous appartenez à des groupes internationaux. Est-ce que vous avez appris quelque chose de ces gens-là? Est-ce que nos gouvernements savent ce qui se fait dans ces pays-là? Vous avez dit aussi que les tests du CES sont fondés, c'est le président Toukourou qui l'avait dit hier, sont fondés sur les tests français. Est-ce qu'en France, c'est comme ça que le pouvoir se comporte par rapport au CES? Autre chose, on se rend compte aujourd'hui que même les centrales syndicales sont plus fortes et plus écoutées et font plus peur au gouvernement. Mais elles se diront, mais pourquoi appartenons-nous à un CES qui va porter nos doléances et ce ne serait jamais écouté? Nous préférons être porteurs de nos propres doléances vis-à-vis du pouvoir. C'est pour vous dire que aujourd'hui, nous avons l'Association nationale des communes du Bénin qui peuvent être écoutées. Tous les problèmes que vous posez ici proviennent de nos communes. Les communes peuvent être vos porte-parole. Filez-leur les conseils. Ils vont les passer et le pouvoir doit les écouter. Moi, je suis sûr, ils sont des partenaires sûrs. Le pouvoir ne travaille pas pour des animaux, travaille pour des hommes. Et je crois que les maires peuvent être passés vos conseils que le gouvernement refuse de prendre d'ici directement. Ce qu'il refuse ici, là, il prendra cela au niveau des maires et de l'ANC. Pour finir, moi j'ai entendu 107 études. Je me suis demandé tout à l'heure, qui est demandeur de ces études-là? Si c'est vous-même qui décidez de le faire, si ça ne répond à aucune préoccupation nationale, urgente, contextuelle, mais personne ne va prendre ça. Profitez des difficultés de l'État. Il faut profiter de cette difficulté et donner-lui les conseils. Je suis sûr, ils ne peuvent pas faire autrement. Profitez de leurs difficultés, de leurs faiblesses et donner les conseils. Ils ne pourront pas faire autrement parce que le peuple veut. Vous voyez aujourd'hui comment? Qui peut fêter le 25 et le 31 prochain? Personne ne peut fêter. Moi, je ne pense pas qu'il l'aura fait. ICC est passé par là. Vous n'avez rien dit. Et c'est... Attendez. Excusez-moi. C'est-à-dire que c'est 160 milliards passés. C'est 160 milliards d'épargne des populations. C'est-à-dire que le pays s'est effondré. On doit mettre la pression sur le gouvernement pour dire, pour relever le social, tu dois faire quelque chose d'urgence. On doit le dire. Moi, ce que je dis m'engage. Je ne suis pas contre le gouvernement. J'ai voté pour le pouvoir qui est là, du début jusqu'à la fin. Et si on aime quelqu'un, on lui donne des conseils. Celui qui doit lui donner les conseils aujourd'hui, c'est vous. Et vous devez le faire. Le professeur a été clair. Et nous devons ouvrir nos oreilles pour l'écouter. Elle nous a donné des pistes claires. Et moi, je suis réticent en même temps sur les éclaircissements du professeur. Société civile, le pouvoir a peur de ce nom. Le pouvoir a peur du nom société civile. Et cette société civile béninoise se comporte mal. Elle ne se comporte pas de manière à ce qu'on la respecte. Il y a des mutations. On est société civile de jour, dans la nuit, on est encore ailleurs. Qui va respecter ça là? C'est ce que moi je voudrais vous dire. Il faut respecter, il faut écouter le professeur. Les communications sont riches, mais celui qui a fait la deuxième communication a dit, puisque le ministre a parlé hier, pour nous donner de crédibilité et convaincre le gouvernement, on va faire produire des statistiques, on va faire des trucs. Non, ce n'est pas du tout ça. Je ne pense que ça soit pas comme ça. On l'a toujours fait pendant 13 ans. Ça n'a rien donné. Tournez-vous vers les populations. Trouvez votre légitimité chez les populations. Lorsque les populations vont se retrouver dans le service que vous leur rendez, je suis sûr que vous serez incontournable parce que c'est les populations même qui vont vous porter sur le pouvoir pour dire cette institution ne doit jamais disparaître compte tenu de l'utilité qu'elle est pour nous. Il faut de mettre à notre disposition les supports
de tous les exposés qui ont été faits ici. Si on pouvait nous en donner en ce qui concerne la synthèse et les différentes recommandations, ce serait bien. Parce qu'il faudrait que ce qui se passe ici soit relayé sur le terrain. Nous avons pris des notes, mais on n'a jamais suffisamment pris note. Ma seconde préoccupation, elle est relative par rapport à une information que le président a apportée à notre connaissance hier. C'est que, il semble que c'est au Sénégal, il me semble, si je ne me trompe pas, le président nous avait dit hier que le président du Conseil économique et social du Sénégal a des rencontres périodiques avec le chef de l'État. Je pense qu'il faut copier ce qui est bon. Et moi, je voudrais proposer ici que des rencontres de ce genre-là soient organisées entre le président du CS et, primo, le président de la République et, secondo, le président de l'Assemblée nationale. Parce que le CS se trouve être entre ces deux institutions-là. Il faut organiser nécessairement une rencontre avec les dirigeants de ces institutions pour promouvoir la crédibilité de notre conseil qui nous tient tant à cœur. Je voudrais juste apporter, merci encore aux communicateurs qui ont présenté leur communication. Je voudrais proposer ceci au Conseil économique et social. Qu'ils vous souviennent qu'en 2007, le gouvernement d'alors a réfléchi et a demandé qu'on organise un forum, plus précisément les 18, 19 et 20 septembre 2007. Et le thème était le recentrage du concept de la société civile béninoise, dont nous étions membres du bureau jusqu'à un moment. Je voudrais exhorter, après ce forum, nous avons vu l'impact dans le pays. Et c'est la même chose que j'allais proposer au Conseil économique et social pour dire il faut revoir le fonctionnement. Si tant est que le CES est un creuset, comme l'a dit Madame tout à l'heure, nous concevons avec elle et avec les membres que le CES reste un creuset de dialogue. Et dans ce creuset, de notre point de vue, au niveau de la chefferie traditionnelle, nous estimons qu'il faut revenir à la base et composer avec les personnalités corporatives que nous sommes et que nous restons. Car si nous parlons du CES, qui est à la fois un pied dans le politique et à la fois un pied dans la politique. Oui, parce que les faits sont là, nous voyons et nous suivons un peu. Mais je voudrais proposer que vous reveniez à la base et comme l'a dit certains interlocuteurs tout à l'heure, refaire comme les autres et composer avec la chefferie traditionnelle qui aujourd'hui, dans nos départements, même si tous ne sont pas des têtes couronnées, il y a quand même des dignitaires qui restent et qui sont encore là, pendant que le renouvellement de la classe politique s'effectue et elle s'en va. Elles s'en vont, cette classe politique. Et je voudrais rappeler que nous, on n'a pas de mandat à nos trônes. C'est à vie. Mais nous sommes là et ce n'est pas toujours la commune ou les élus qui font le travail. Je prends plus particulièrement l'exemple du Monrovia du Koufo, où moi je travaille avec la Banque mondiale, l'UNFPA, l'UNICEF, et j'interviens dans tous les villages dans le Monrovia du Koufo sur les thématiques hépatite, les virailles, consorts. Je vais sur le terrain moi-même, où je travaille. Alors donc je suis à tu à toi avec la population. Et je peux vous dire avec le corps médical de la commune de Kobé, par exemple, nous pouvons fournir au ministère de la Santé les statistiques sur un certain nombre de thématiques par rapport à la santé de nos populations. C'est du travail que nous faisons. Et je crois qu'il est important et il est temps de nous associer. Si le CES
convient avec nous, c'est un creuset aussi où toutes les couches sociales, n'est-ce pas, de ce pays doivent y figurer. Et ensemble, nous allons pouvoir mettre la main à la pâte pour que la visibilité du CS soit plus claire et plus visible. Je voudrais nous poser des questions par rapport au rôle du CES concernant la préservation de la paix et du dialogue social. Par rapport à cette responsabilité, je pense que le CES aura à gagner dans un pays où tous les ans, nous avons des grèves. Tous les ans, il y a un bras de fer entre le gouvernement et les syndicalistes. Le CES aura à gagner si nous voyons le CES prendre son bâton de pèlerin pour faire la médiation. Ça, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas un budget, en tout cas pas beaucoup de milliards par rapport à ça. Là où nous voulons voir le CES, nous ne le voyons pas. Pour sa visibilité, c'est des combats. Ça, c'est des domaines sur lesquels il doit pouvoir régulièrement agir. Il doit faire en sorte que, lorsqu'il y a bras de fer entre le gouvernement et les syndicalistes, qu'on puisse le voir. Qu'on puisse le voir. Ça, c'est ma contribution parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Mais nous voulons voir le CES jouer son rôle de médiateur, de négociateur pour la paix. Déjà, je crois que j'ai été présentée, même si ça a été de façon rapide. Donc, je suis Dandy Niamou, agrégée des facultés de droit et donc professeur de droit public à l'université d'Abomey-Calavi. En tout cas, c'est en cette qualité que je suis ici. Vous avez émis quelques observations sur la visibilité du Conseil économique et social. Je pense notamment à M. Sabo. Il faut dire que sur le plan général, la suppression du Conseil économique et social, si on regarde notamment en France, c'est une arlésienne. Hein. C'est chaque fois, on se demande à quoi sert le Conseil économique et social. Le président de Gaulle a voulu supprimer le Conseil économique et social dans sa réforme de 68-69, ça l'a emporté. Mais là-bas, la question se présente de manière légèrement différente parce que ce que cherchait à faire le général de Gaulle, c'était de dire qu'il y a déjà une chambre des collectivités, donc le Sénat, qui représente justement les terroirs. Et donc, que faire d'une chambre qui représente les forces vives alors qu'on a déjà des députés, des sénateurs et que le président de la République est élu? Donc, c'est dans ce sens-là que la question de la suppression est posée. Ensuite, deuxième élément de la suppression, parce qu'elle est revenue, que ce soit sous Sarkozy, que ce soit sous Hollande, et encore là avec Macron, c'est de dire que le Conseil économique et social, en France notamment, et environnemental, est un lieu où on cache les amis. Donc, il y a une quarantaine, 33 je pense, enfin, il y a un certain nombre que l'exécutif choisit lui-même. Et donc, quand on a quelques amis en difficulté, en peine, on peut les caser là-bas, l'indemnité tournant autour de 3 000 € par mois, ce qui n'est quand même pas mauvais dans le contexte français. Donc voilà, c'est de dire c'est une institution qui coûte beaucoup d'argent, c'est une institution qui vient en doublon, etc., etc. Mais l'idée de la suppression... Enfin, aujourd'hui, le débat sur le Conseil économique et social en France, ce n'est pas de supprimer le Conseil économique et social. On sait qu'il est utile, mais on dit simplement qu'il faut rationaliser sa présence. Il faut que ce soit une chambre du futur. Donc ce qu'on va faire, c'est de modifier la composition. C'est de revoir un peu les contours de cette chambre pour qu'elle soit une chambre du futur, la chambre de la veille sur tous les sujets de société. Ce qui contraste en même temps avec l'idée de M. Sabo qui est de dire parlez-nous de ce qui nous préoccupe. En réalité, non, dans le contexte français, c'est de dire pensez aux choses qui vont venir, soyez la chambre du futur, innovez. Parlez-nous des comètes, comment ça va devenir après ici chez nous. Alors nous n'avons pas les mêmes problématiques ici
d'autant plus que le Conseil économique et social, quand vous voyez la composition, il y a finalement 5 membres qui sont choisis, 3 par le président de la République, 2 par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc le reste est choisi, désigné, élu dans les mains de ce que moi j'appelle la société civile. Quand on me parle des organisations syndicales de travailleurs, quand on me parle du patronat, quand on me parle des chercheurs, des professions libérales, c'est ça la société civile. Et quand je disais que remettre le Conseil économique et social en orbite comme étant la chambre de la société civile, ça permet de rationaliser vraiment cet éparpillement de la société civile. C'est parce que je tiens compte de tous les commentaires, toutes les observations qu'on peut faire vis-à-vis de la société civile, comme je l'ai dit, tout temps... Voilà, un jour avec le pouvoir, un autre jour sans le pouvoir. Ce n'est pas le rôle du Conseil économique et social d'être politique au sens de j'ai un parti politique. C'est de représenter les forces qui travaillent, les forces qui vivent. Je peux tout à fait être, je dis comme ça, je peux tout à fait être partisan de Talon, mais étant une grande société dans le secteur de l'aviculture, que les partenaires sociaux me fassent confiance. Et quand je viens là, au Conseil économique et social, ce n'est pas pour parler du PAG, c'est pour parler de ce qui tient à cœur aux patrons. De la même façon que les travailleurs, on parle de ce qui tient à cœur aux travailleurs. Mais ce n'est pas pour dire qu'on est la caisse de résonance de son syndicat. Pas du tout. C'est pour parler de ce qui nous tient tous à cœur de façon collective. Donc oui, pour l'idée de voir qu'est-ce qui se passe, d'être au plus près, de coller à nos difficultés, mais aussi il faut avoir une idée d'anticipation. Il faut regarder un peu plus loin que le quotidien. Comme on dit, quand on a le nez dans le guidon, on ne va pas non plus très loin. Donc je pense que le Conseil économique et social, justement avec l'expérience, justement avec l'expertise, parce que c'est ça aussi. Les jeunes doivent être représentés, oui, ils doivent être représentés, mais en même temps, il faut une certaine forme d'expertise pour pouvoir parler de certaines choses. Donc, c'est cet élément-là de la représentation de la société civile qui est importante. Alors, bon, je ne veux pas revenir sur les questions de... médiation pour les grèves. Alors, je pense que j'ai répondu de façon allusive à cette question sur la médiation sur les grèves. La place du Conseil économique et social en tant qu'intervenant de ces questions-là participe de l'interprétation finaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle du Conseil économique et social tout seul de se lever et de dire, bon, aujourd'hui j'ai décidé que je vais aller parler aux travailleurs qui sont tout le temps en train de faire la grève. Mais c'est son rôle le plus important, importantissime, de dire les politiques économiques, les politiques sociales qui sont en train d'être mises en œuvre, je dois les examiner parce qu'elles causent structurellement un risque pour les grèves, parce qu'elles causent structurellement un risque pour la vie sociale. Et donc, c'est sur ce champ-là. Et ce conseil peut le faire parce qu'il bénéficie de l'expertise, parce qu'il bénéficie de toutes les forces vives de la société pour examiner à froid. Parce que quand on est au Conseil économique et social, on n'est pas dans le positionnement politico-politicien. On examine les choses à froid. C'est ceux qui sont dans le politico-politicien, c'est ceux qui attendent d'être réélus la prochaine fois en tant que députés sur leur projet, sur le projet politique, si tant est qu'on a des partis politiques qui ont des projets dans nos États. Donc, je vais m'en arrêter là pour vous dire encore que moi, je suis assez contente de pouvoir être avec vous, parce que je pense que la place de la société civile, elle est indispensable dans l'approfondissement de nos démocraties. En tant que professeur à l'université, je fais toujours passer l'idée que finalement, tout peut se casser la figure, tout peut aller en vrille, mais ce qui nous permet de tenir, c'est la société civile. C'est la société civile alerte, c'est la société civile vivante, c'est la société civile au fait de nos réalités. Donc la démocratie, elle ne peut passer que par la vivacité, la vitalité et la présence, la prégnance de la société civile dans nos sociétés. Sociétés que j'espère toujours démocratiques. La première question qui me vient à l'esprit, c'est
d'intervenir par rapport au cadre permanent d'exploitation des résultats du Conseil économique et social. Sur cette question, je dois d'abord dire que de tous les conseils économiques et sociaux, il n'y a qu'au Kenya, qu'on appelle le NESC, National Economic and Social Council. C'est au niveau du Kenya seul que tous les ministères sectoriels sont représentés au niveau du Conseil économique et social. Tous les ministères du gouvernement sont représentés au Conseil. Et les ministères sont représentés au Conseil à travers leur direction de la programmation et de la prospective. Ce qui fait que tous les résultats obtenus au niveau du Conseil sont directement appliqués au niveau des différents ministères. Et c'est au niveau du NESC, du Kenya seul, que les avis du Conseil économique et social ont une force exécutoire. Lorsque je reviens à notre contexte à nous, pour ce qui concerne le Conseil économique et social donc, du Bénin, comme à l'instar de la grosse majorité des conseils économiques et sociaux, nos avis sont consultatifs. Et c'est manifestement sur ce caractère consultatif qu'on continue de dire que les conseils économiques et sociaux sont méconnus. Et on ne sait pas ce qu'ils font. Parfois, on va même à l'extrême pour dire qu'ils sont budgétivores. Et dans mon intervention au niveau de la présentation, je proposais qu'il y ait un cadre permanent d'exploitation du contenu des avis et des recommandations du Conseil économique et social. Pour être plus réaliste, pour ce qui concerne aujourd'hui notre pays, nous avons au niveau de la présidence de la République le BAI, le Bureau d'analyse et d'investigation, qui se trouve être logé au secrétariat général de la présidence de la République, qui fait beaucoup d'études, qui est l'organe technique au niveau de la présidence capable d'étudier le contenu de nos avis et de nos recommandations. C'est une suggestion, ça reste une suggestion. Il peut y avoir un cadre permanent entre le Conseil économique et social à travers le KVS et le BAI, pour que, de façon périodique, on jette un regard sur le contenu de nos avis et de nos recommandations pour que ceux qui paraissent les plus pertinents puissent être proposés pour en faire une exploitation judicieuse dans les projets, programmes mis en œuvre au niveau du gouvernement. Je dis que ce n'est qu'une proposition. Voilà de façon concrète ce que je voudrais dire à travers ce cadre permanent. Alors, est-ce que les avis et les recommandations que nous formulons sont prises en compte dans les programmes et projets de développement? Je pense que dans mon intervention également, je disais que le Conseil économique et social du Bénin se trouve être dans la posture d'un chef chantier ou d'un urbaniste qui, après avoir fourni toute l'expertise nécessaire pour la construction du bâtiment, in fine, lorsque des gens passent et contemplent la beauté de ce bâtiment, on ne fait jamais référence à l'architecte, on ne fait jamais référence au chef chantier, on ne fait que référence au propriétaire qui a eu l'ingéniosité de financer une telle infrastructure. C'est malheureusement la position dans laquelle nous nous trouvons. Et là-dessus, je veux être précis pour dire la plupart des projets, programmes de développement pour ce qui concerne notre pays tirent leur fondement dans les avis et recommandations du Conseil économique et social. Et je voudrais donner un exemple récent. Un exemple récent. C'est une direction technique du ministère de l'économie et des finances. Ça s'appelle la DGAE, la Direction générale des affaires économiques, qui a donné récemment une conférence publique sur le secteur informel. Au niveau de cette direction générale, ils ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire que la plupart des actions qui ont gouverné les réformes dans ce domaine ont été tirées des recommandations du Conseil économique et social. C'est sur Internet. Vous pouvez consulter, c'est sur Internet. C'est sur Internet. Donc, nos avis et recommandations inspirent beaucoup les programmes et projets de développement. Mais malheureusement, chaque fois que vous y pensez, référez-vous à l'exemple que je viens de donner
par rapport au chef chantier et à l'urbaniste qui donnent leur respectif dans la construction des bâtiments. Alors, la réponse à votre question réside dans l'une des propositions que j'ai faites également dans mon intervention. Alors, pour rendre plus visible cette prise en compte de nos avis et recommandations dans les politiques de développement, j'avais préconisé, et ça c'est sous forme de proposition également, qu'il y ait, par exemple, des séminaires gouvernementaux, par exemple, au cours desquels les hauts conseils de la République pour les affaires économiques et sociales et les membres du gouvernement s'asseyent de façon périodique pour que nous puissions présenter le contenu et l'esprit des avis et recommandations que nous formulons à l'endroit du gouvernement. Et sur la question, pour être plus précis également, je puis dire que on a eu de plus en plus de témoignages qui nous confortent dans la position que nos avis et recommandations sont quand même pris en compte dans les politiques de développement. Et ça aurait été des témoignages réguliers. Voilà. Le vice-président me souffle que même dans le fonds FADEC, nous avons fait des propositions concrètes qui ont été prises en compte par le gouvernement pour une meilleure gestion du fonds FADEC. Donc, à travers des séminaires gouvernementaux, à travers des remises de rapports publics au chef de l'État que le Conseil économique et social pourrait organiser, le commun des Béninois verront plus clair dans ce que nous faisons. Alors, un mécanisme pour rendre compte effectivement de tout ce que nous faisons dans ce sens est en cours de discussion. Je crois que je l'ai également révélé dans ma présentation. Le Conseil économique et social a une forte relation avec l'INSAE. Et nous ne faisons rien au Conseil économique et social sans impliquer les structures nationales qui ont pour attribution de travailler dans ce domaine-là. La belle preuve, tout récemment, tout ce que nous sommes en train de faire sur les ODD, nous l'avions fait en étroite collaboration avec le ministère du Plan et du Développement à travers sa direction technique qui s'occupe des questions des ODD. Donc, même en contribuant pour l'élaboration des statistiques fines, nous comptons le faire en étroite collaboration avec l'INSAE. Donc, je voudrais totalement vider la question à ce niveau-là. Alors, il y a eu une proposition par rapport aux points focaux départementaux. Ma voix n'est pas du tout autorisée pour aborder cette question. Je considère que c'est une proposition qui sera versée aux plus hautes autorités du Conseil économique et social qui vont l'examiner. Alors, nous voyageons, nous faisons des missions, nous collaborons avec les autres conseils économiques et sociaux. Qu'est-ce que nous tirons de toutes ces collaborations? À ce niveau, il faut dire que le Conseil économique et social du Bénin est très actif au plan régional et au plan international. Le président de l'institution l'a souligné dans son discours d'hier. Et qu'est-ce que nous tirons de toutes ces missions, de toutes ces coopérations? Nous considérons que c'est des moments d'échange et de partage d'expériences. Et dans ce domaine, le Conseil économique et social du Bénin fait partie des pionniers en matière de partage d'expériences. Et nous tirons, parce que nous avons quand même la modestie, pas chaud là au niveau du CS, nous tirons beaucoup des autres conseils économiques et sociaux aussi. Et il faut dire que dans la sous-région, et là, le président Toukoura a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a également l'exemple du Sénégal que le président de l'institution lui-même avait donné hier. Ces deux conseils économiques et sociaux sont très consultés par les chefs d'État au niveau de ces pays-là. Et pour le compte de la Côte d'Ivoire, le Conseil économique et social est pratiquement en 3e position. En dehors de la présidence et de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social est très consulté. Et pour l'exemple du Sénégal, tous les mois, la présidente du CESE du Sénégal est invitée à la présidence de la République pour être consultée. Parce que, comme je l'ai dit dans mon intervention, les résultats qui sortent du Conseil économique et social relèvent de l'ordre d'expertise avérée, d'expertise apolitique. Madame le professeur Dandy Yamou vient de le dire, c'est à ce niveau, les gens viennent avec des casquettes, mais ils ont cette capacité de se départir de ces casquettes et de faire des analyses à froid sur les problématiques de développement. Donc, les résultats issus des conseils économiques et sociaux sont des résultats
dépoussiérer complètement de connotations et de coloration politique. Et de ce point de vue, c'est une vraie expertise qui mérite qu'on puise l'essentiel pour affiner les programmes de développement et l'exécution des programmes de développement. Je disais ceci. La problématique de la prise en compte par les pouvoirs publics des avis et recommandations du Conseil économique et social. Et j'ai dit ceci. Bien que le Conseil économique et social soit la deuxième assemblée plénière des forces vives après le Parlement, ces avis et recommandations n'ont pas une force obligatoire. Il est en effet une institution consultative dont les fruits des réflexions ne s'imposent ni au gouvernement ni à l'Assemblée nationale. Sur la base de cet état de choses, il importe de faire en sorte que les avis et recommandations soient aussi pertinents que possible pour permettre au président de la République et à l'Assemblée nationale d'y adhérer pleinement et de les prendre en compte dans la définition des politiques publiques. Ainsi, le président de la République serait plus enclin à publier les avis et recommandations du Conseil économique et social après leur mise en œuvre. Voilà ce que j'ai dit. On me demande la qualité du travail fait au Conseil économique et social. J'imagine que nous avons 30 personnalités au Conseil économique et social. Ces personnalités ne vont pas faire un travail si ce n'est pas de qualité. La question ne se pose pas. Les collègues qui ont fait des contributions ou qui ont répondu aux questions avant moi ont déjà dit à plusieurs reprises. Beaucoup de pays ont essayé. Même le Sénégal a essayé. En temps, il est revenu en arrière. Le Sénégal a supprimé le Conseil économique et social en temps et ils ont revenu encore en arrière. D'autres pays ont fait la même chose aussi. Donc ce vent-là n'est pas propre au Bénin. Mais je disais qu'il faudrait que nous-mêmes, nous puissions faire en sorte qu'on ne donne pas à ceux qui veulent supprimer le Conseil les raisons de le faire. Nous sommes entre nous ici, c'est ma maison, je vous ai dit, j'ai fait 10 ans là-dedans. Les institutions de Bretton Woods, qui sont à cheval sur la bonne gouvernance, j'en ai parlé donc dans ma communication, ont demandé à l'autorité nationale de lutte contre la corruption de faire le suivi et de publier toutes les institutions qui n'auraient pas fait la déclaration de patrimoine. L'État béninois a signé une convention avec la Banque mondiale pour que l'autorité nationale de lutte contre la corruption puisse faire ce travail. J'ai le document avec moi. Nous avons fait le point au 30 juin 2017. Le Conseil économique et social, sur les 30 membres, il n'y a eu que 4 qui ont fait la déclaration de patrimoine. Au 30 juin 2017, alors que la loi dit 15 jours après votre prise de fonction, vous devez le faire. Ça fait 2 ans que le Conseil économique et social est en place. Au 30 juin, il n'y a eu que 4. Ça veut dire qu'il y a eu 26 qui n'ont pas fait ce travail-là. Et c'est une obligation légale. Je me suis permis d'écrire à chacun des 26 membres du Conseil économique et social, chacun des 26 membres, pour leur dire, vous n'avez pas fait votre déclaration de patrimoine, il faut le faire. Je m'attendais à ce qu'au 30 septembre 2017, tous les 26 puissent le faire. Mais au 10 novembre, je dis bien 10 novembre 2017, ça veut dire que j'ai dépassé le 30 septembre, j'ai dépassé le 30 octobre, j'ai fait le point au 10 novembre 2017, il n'y a que 2 qui ont fait en plus de 4. Au 10 novembre 2017, il y a 6 sur 30 qui ont fait la déclaration du patrimoine.
Aujourd'hui, nous avons les institutions de Bretton Woods dans les murs du Bénin. La directrice générale de FMI est dans nos murs. On me demande peut-être ce soir ou demain, faites-moi le point des institutions qui ont fait la déclaration du patrimoine. Est-ce qu'il faut mentir? Est-ce qu'il faut dire la vérité? Si je disais que le Conseil économique et social, sur les 30 membres, il n'y a que 6 qui ont fait, pensez-vous qu'on prendra au sérieux les honorables et respectables membres du Conseil économique et social qui, depuis 2 ans au moins, devraient avoir fait leur déclaration de patrimoine? Je voulais tirer en disant on laisse le son jusqu'au 31 décembre. Si quelqu'un ne le fait pas, je vais proclamer les noms à la télé, à la radio, pour dire voici les personnes qui n'ont pas respecté la loi. Vous savez que je le ferai. Il n'y a aucun problème. Je le ferai. Donc, voyez-vous, si nous-mêmes ne nous prenons pas au sérieux et que certaines personnes veulent dire mais ça ne sert à rien, qu'est-ce que nous pourrons dire? Ne donnons pas nous-mêmes le bâton à celui qui veut nous frapper pour qu'il nous frappe et que nous ne soyons même pas en mesure de pleurer parce que quand on va pleurer, on dit « Tais-toi! Pourquoi tu pleures? Tu es obligé de subir. » Le Conseil économique et social a organisé les 11 et 12 décembre 2017 à Sun Beach Hotel de Cotonou un forum national sur le thème « Le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel béninois, bilan, défis et perspectives ». Le Conseil économique et social est une institution constitutionnelle dont l'importance est très peu connue des pouvoirs publics et des populations, alors qu'il est une véritable force de proposition dépourvue de toute coloration politique. C'est même une institution de dialogue social inclusif. Il se révèle alors comme un laboratoire d'analyse et d'expertise sur les questions sociales, économiques, culturelles, scientifiques, environnementales et techniques. Fort de ses ressources humaines, il s'appuie sur l'expertise interne et externe pour élaborer, dans une démarche rigoureuse, participative et inclusive, les avis et recommandations qui méritent d'être exploités à bon escient pour améliorer les conditions de vie des populations. À l'issue des échanges très fructueux, les recommandations ci-après ont été formulées. 1. Envisager une relecture de la loi organique sur le Conseil économique et social pour régler la question de la non-publication des avis et recommandations de l'institution. Revoir à la hausse la représentativité des couches socio-professionnelles du Conseil économique et social en vue d'intégrer la jeunesse, les chefferies traditionnelles, les confessions religieuses et j'en passe. 2. Publier, en attendant la relecture de la loi organique sur le Conseil économique et social, les avis et recommandations du CIES 3 mois après leur transmission au président de la République et à l'Assemblée nationale, si ces avis et recommandations ne sont pas publiés dans le journal officiel du Bénin par le président de la République. 3. Définir un mécanisme consensuel pour une exploitation judicieuse des recommandations et avis du Conseil économique et social par le gouvernement et le Parlement. 4. Consacrer le rôle de facilitation que joue déjà le CIES par une disposition constitutionnelle. 5. Intensifier les formations et les sensibilisations des collectivités locales ou des populations à la base sur les thématiques qui touchent le développement socio-économique, environnemental et culturel du pays. 6. Faire une forte médiatisation sur les objectifs et les résultats de ce forum national sur le thème « Le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel béninois, bilan, défis et perspectives » afin de rendre visibles les activités de l'institution. 7. Continuer la formulation des avis et recommandations pertinents en vue de permettre au président de la République et à l'Assemblée nationale d'y adhérer pleinement et de les prendre en compte dans la définition des politiques publiques. 8. Élaborer un répertoire des travaux réalisés par le Conseil économique et social
en vue de son exploitation dans l'élaboration des politiques nationales de développement. 9. Développer un dialogue constructif, aussi bien avec le gouvernement qu'avec le Parlement, en vue d'expliquer de vive voix les avis et recommandations du Conseil économique et social. 10. Promouvoir des conférences périodiques sur les sujets d'actualité pour faire du Conseil économique et social le lieu d'expression de la société civile et le carrefour de la consultation publique. 11. Renforcer le dynamisme des actions du Conseil économique et social à l'international par le truchement de partenariats avec les institutions étrangères en vue du partage de bonnes pratiques. 12. Donner la possibilité aux honorables députés, membres des commissions du Parlement, de se saisir des résultats des travaux du Conseil économique et social pour en faire une exploitation judicieuse en vue d'élaborer des lois sociales, économiques, environnementales et culturelles. 13. Contribuer à la vulgarisation de certains textes majeurs qui régissent la vie sociale, économique, environnementale et culturelle de nos concitoyens en vue de leur appropriation. Et 14. Enfin, adopter une loi organique qui prenne en compte la question de l'environnement, les grandes divisions administratives de notre pays, des composantes sociales, traditionnelles et religieuses, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Haut Conseiller de la République pour les affaires économiques et sociales, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Monsieur Toukourou Rafiou, votre personnalité, ancien président du Conseil économique et social, autorité religieuse, tête couronnée, sans oublier Monsieur le maire des communes ici présents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous voici au thème de la première étape du Forum national que nous organisons sur le thème « Le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel béninois. Bilan, défis et perspectives ». Je rappelle qu'après cette série de communications que nous sommes en train de boucler, nous ouvrons demain la journée porte ouverte au sein de l'institution. Également, comme vous le savez, tout en me gardant d'aller dans le détail des discussions, il me plaît cependant de souligner que j'ai été particulièrement séduit par la qualité des réponses données par les experts. Ces réponses ont trait, entre autres, à la problématique de l'utilité et de la visibilité du Conseil économique et social dans le paysage institutionnel de notre pays, à la question de la contribution effective du CS au développement économique et social du Bénin, ainsi qu'aux actions envisagées en vue de faire jouer au mieux par mon institution le rôle qui est le sien. Aussi, voudrais-je ici et maintenant saluer la puissance d'analyse de tous les communicateurs qui ont su répondre avec éloquence aux multiples préoccupations des participants. Leurs communications, faut-il le relever, ont dans leur nature tout ce qu'on peut imaginer de pertinent, d'actuel et de prospectif. Il ne peut d'ailleurs en être autrement lorsqu'on se réfère au profit des 10 communicateurs. En effet, le président Rafiou Toukourou, pour avoir présidé aux destinées du CS pendant 10 ans, connaît mieux l'institution pour nous replonger avec suffisamment de ressources dans l'histoire du Conseil économique
et social du Bénin nous fait le bilan afin d'aboutir au défi de relever tous les défis. Nous en avons suffisamment. Monsieur Gustave Assa, président du Social Watch Bénin, le président Jean-Baptiste Elias, ancien conseiller, lui-même l'a dit, au CS et actuel président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et Charlemagne Tomavor, actuel secrétaire général du Conseil économique et social, ont, chacun en ce qui le concerne, su relever avec une clarté scientifique les acquis du Conseil économique et social, les difficultés auxquelles l'institution est confrontée et les initiatives à entreprendre. Enfin, Madame Dandi Yamou, agrégée des facultés de droit, de par sa maîtrise de la philosophie, de l'existence et du fonctionnement des institutions publiques, nous a entretenus avec tout le charme du style qui est le sien sur les perspectives du Conseil économique et social. Je note pour ma part que cette symbiose entre les conseillers anciens comme nouveaux et experts externes a permis de donner une véritable plus-value à ce forum. Je voudrais vous rassurer que les recommandations et résolutions issues de cet événement seront mises en œuvre dans la mesure du possible afin que la contribution du Conseil économique et social au développement économique, social de notre pays soit véritablement soutenue et reconnue à sa juste valeur. À cet égard, je souhaite pouvoir compter non seulement sur l'apport de tous les conseillers, anciens comme nouveaux, sur les différentes forces vives de la nation, mais aussi sur le gouvernement et l'Assemblée nationale, car l'enjeu est de taille et de défi tout aussi important. Mesdames et messieurs les conseillers, honorables invités, mesdames et messieurs, avant de clôturer cette première étape de ce forum, je voudrais réitérer, au nom de tous les conseillers au Conseil économique et social et en mon nom propre, mes sincères remerciements à son Excellence, le Président de la République, qui a soutenu l'événement et qui s'est fait représenter par son ministre d'État, chargé du plan et du développement. À tous les présidents d'institutions de notre pays, je dis infiniment merci, sans oublier toutes les personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette rencontre. J'exprime également toute ma reconnaissance à tous les conseillers, aux participants, à tous les experts invités, à tout le personnel administratif et militaire du Conseil économique et social, à la presse béninoise, ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur précieux concours à la réussite de cet événement. C'est sur ces mots de reconnaissance que je déclare clos ce jour mardi 12 décembre 2017 les travaux de la première étape du Forum national sur le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel béninois, tout en invitant la population à venir mieux découvrir l'institution au cours de la journée porte ouverte qui démarre demain mercredi au siège de l'institution. Vive le Conseil économique et social. Vive le Bénin. Je vous remercie.